Le 1er avril 2025, en plein cours magistral, un professeur est soudain assailli par une vingtaine d'étudiants pro-Palestine. Ce professeur, c'est Fabrice Balanche. Il est agrégé de géographie et docteur dans le même domaine, il est spécialisé dans la géographie politique du Moyen-Orient. Il est maître de conférences et professeur à l'université Lyon 2 depuis 2007. Pourtant, vous allez voir, ce CV ne lui confère pas assez d'autorité pour être défendu face à une horde de jeunes antifa. Est-ce que vous pouvez revenir sur les prémices de cette agression? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce qui vous a été reproché dans tout premier lieu? Ce qui a été en premier, ça a été la rupture du jeûne. C'est-à-dire que le 27 mars, la salle que l'université leur avait octroyée mi-février pour leurs activités militantes leur a été fermée parce qu'ils organisaient des ruptures du jeûne depuis quelques jours. Et là, ils avaient commencé à en faire la publicité sur Instagram, appelant les étudiants musulmans du campus à se joindre à eux. C'était qui ces jeunes? Donc c'est un groupe qui s'appelle Lyon 2 Autonome, assez lié au syndicat solidaire, d'après ce que j'ai pu comprendre également. Donc la présidente de l'université, dans un premier temps, leur a dit « Écoutez, on ne peut pas vous autoriser à faire ça, ou alors vous appelez cela un repas partagé et on vous laisse faire. Mais vous enlevez aussi les publicités islamistes que vous avez mis sur Instagram. » Parce qu'il y avait une femme voilée et un homme en tenue islamique. Bon. Donc ça, elle leur a dit que ce n'était pas possible. Alors évidemment, ils ont refusé, ils l'ont traité d'islamophobe, de raciste, et par conséquent, elle a été obligée de leur fermer la salle. Par conséquent, le lendemain, ils ont bloqué le campus, exigeant cette salle de prière et puis cette autorisation de rompre le jeûne officiellement à l'université. Tout ce que la présidente a trouvé de mieux à faire, c'est de leur dire « rédigeons une charte de la laïcité ensemble ». Enfin, c'est désespérant, quoi. C'est désespérant, c'est pas des gamins de 6e, c'est des adultes. Donc évidemment ils l'ont envoyé paître, ils l'ont de nouveau traité d'islamophobe, etc. Alors moi j'étais pas tellement au courant de ce qui se passait parce que le vendredi j'ai pas cours. Le matin j'ai bien reçu comme tout le monde un mail de la présidente de l'université nous disant qu'il y avait un blocage sur le campus. Et, campus de Bron, on précise, donc pas celui qu'on a derrière nous. Le campus de Bron qui est en périphérie. Et donc l'université était fermée administrativement. Donc dans le week-end il y a quelques journalistes qui m'ont appelé parce que bon, ils m'appellent souvent pour mes expertises sur le Moyen-Orient. Et puis, je leur ai expliqué pourquoi on avait eu ce blocage. Ça faisait un mois qu'une salle de l'université était occupée par un groupe d'étudiants d'extrême gauche, le syndicat solidaire Solidarité étudiante. Comme ce sont des gens qu'on peut qualifier d'islamo-gauchistes, ils ont décidé d'organiser une rupture du jeûne pour attirer les étudiants musulmans, parce que ça fait partie finalement des cibles de cette association. Vous réagissez et là, les étudiants voient passer cette petite vidéo que vous avez publiée et ce groupe décide de venir interrompre un de vos cours. Voilà, donc ils avaient une assemblée générale le lundi. Certains ont dû voir CNews et la vidéo. Ensuite, ils ont dû aller rechercher un peu plus sur moi. Et donc cette fameuse séquence dans laquelle j'expliquais les scénarios possibles à l'issue en ce qui concerne le conflit à Gaza. Donc à partir de là, comme vous dites, quel est le but de guerre d'Israël à propos de Gaza? Moi je pense que un des scénarios, c'est l'expulsion de la population palestinienne de Gaza. Ça résoudra le problème du Hamas, puisque le Hamas en fait se cache, prolifère au milieu de cette population civile, et à mon avis c'est le seul moyen véritablement d'éradiquer le Hamas. Attendez, c'est pas mon opinion, hein, c'est des analyses géopolitiques avec de la prospective. C'est pas moi qui conseille à Netanyahou de le faire. Donc ça m'a été reproché. Il devait avoir également un complice dans mon cours, parce que pour savoir que j'étais le mardi à 15h à tel endroit, il fallait forcément que ce soit un étudiant inscrit dans mon cours, puisque les emplois du temps sont sur Internet et il n'y a que les étudiants inscrits qui y ont accès. Voilà, ils ont débarqué une vingtaine d'étudiants par les deux entrées de l'amphithéâtre avec une banderole « Libérer la Palestine, non nettoyage ethnique » et en hurlant donc « Racistes, sionistes, c'est vous les terroristes ». Bon, il est en train de faire ses affaires, je pense qu'il a très bien compris qu'il ne pourrait pas argumenter. Mais c'est pas la seule chose. Ce monsieur est pro-Assad. Vous connaissez tous le dictateur. Excusez-moi. Malheureusement. Bah non, monsieur. On n'a pas fini. C'est pas fini. Bonjour, monsieur, c'est la police. Et
alors là, comment vous avez réagi? Bon, quand vous voyez arriver un groupe comme ça, en hurlant, masqué, cagoulé, comprenez vite qu'ils ne sont pas là pour engager le dialogue. Donc ils ont commencé à m'invectiver, en me traitant de génocidaire, etc. Donc j'ai immédiatement plié mes affaires et j'ai quitté l'amphithéâtre. Mais ils ne voulaient pas me laisser partir. Ils voulaient faire mon procès en public, m'humilier. Donc il a fallu que je les bouscule un peu pour pouvoir partir. Et puis ensuite, certains se sont lancés à ma poursuite. Heureusement, j'ai des étudiants courageux qui les ont un peu retenus, ce qui m'a permis de gagner le couloir sans trop d'encombre. Ils étaient quand même derrière moi en hurlant « Balanche, casse-toi de la fac ». Et puis ensuite, ils se sont vite dispersés. J'ai appelé la sécurité qui est arrivée. Évidemment, tout le monde était parti. J'ai fait un signalement sur la plateforme de l'université. Et puis à 16h, j'avais un TD avec une partie des étudiants, et puis j'ai fait mon TD un petit peu quand même déstabilisé, mais ça s'est plutôt bien passé. Puis ça a permis ainsi de discuter justement avec les étudiants qui avaient été témoins de cette action, pour essayer de comprendre ce qui vraiment s'était passé. Parce que sur le coup, en fait, vous réfléchissez pas vraiment, enfin, vous savez qu'il faut garder votre sang-froid, pas céder à la provocation et puis partir, il n'y a que ça à faire de toute façon. Ouais. Dans mes cours, il y a des étudiants qui peuvent évidemment être interpellés par ce que je raconte, mais on en discute à ce moment-là. De toute façon, quand on est en cours, on est là pour échanger. Si mes propos sont mal compris, mal interprétés, je suis là pour apporter des explications. Qu'est-ce que vous avez mis en action pour ne pas laisser passer ce qui venait de se passer? Dans un premier temps, donc, j'ai fait un signalement sur la plateforme de Lyon 2. J'ai appelé le doyen de la faculté pour lui signaler. Et puis il m'a rappelé qu'il prenait les choses en main, qu'il contactait donc la présidence d'une université. Puis ça s'est arrêté là. Donc effectivement, le lendemain, j'ai eu un mail du vice-président, M. Willy Beauvalet-Haddad, qui me dit de ne pas m'inquiéter, que c'est juste un petit groupe qui fait une crise post-adolescence et qu'il ne faut surtout pas que la communication sorte de Lyon 2, elle ne doit être qu'institutionnelle, etc. Je savais qu'il ne serait pas en ma faveur, bien entendu, et qu'il chercherait à protéger les étudiants, parce que je sais que une partie des enseignants, et notamment des gens comme lui, sont complices de ces étudiants. D'ailleurs, il m'a avoué dans un de ses mails qu'il rencontrait ce groupe d'étudiants toutes les semaines, qu'il discutait avec eux, que c'était parfois un peu houleux, mais qu'il avait un bon contact avec eux. Comment ça, un bon contact avec eux? C'est pas possible. Ils vous agressent dans votre cours. Ils ont des activités islamistes au sein de l'université et vous les laissez prospérer, vous passez l'éponge. Donc je sais que je peux pas me fier à cette direction d'université parce qu'ils sont complices avec eux. Monsieur Willy Beauvalet, dans le cadre de ses activités scientifiques, organise depuis le 7 octobre un séminaire scientifique sur la Palestine, cherchant ainsi à donner une légitimité scientifique plutôt à des activités militantes. Une partie d'ailleurs des personnes qui sont invitées par ce laboratoire et prises en charge par le laboratoire sont ensuite récupérées par le syndicat solidaire pour des conférences militantes sur la Palestine dans le cadre de l'Université Lyon 2. Entre le 5 octobre 2023 et le 15 décembre 2024, on a eu 8 conférences sur la Palestine, à charge contre Israël, évidemment, organisée par le syndicat solidaire. C'est-à-dire, si on prend les mois ouvrables, ça veut dire une par mois. Alors, au bout de 2 jours, j'ai vu que vraiment, ça prenait de l'ampleur au niveau national, puisque j'avais en plus des soutiens de François Bayrou, Elisabeth Borne, le ministre de l'Enseignement supérieur m'a appelé aussi personnellement. Donc, j'ai été pas mal sollicité, évidemment, par les médias, et donc j'ai pris la parole. Alors ça, j'ai senti évidemment que ça les avait pas mal indisposés. Mais ce qui m'a profondément énervé de leur part, c'est que déjà la présidente de l'université ne m'a jamais appelé, ne m'a jamais envoyé un mail de soutien. Elle a fait un communiqué de presse, elle a fait le minimum syndical. Et surtout, le vendredi 4 avril, elle me demande de déplacer mon cours du campus de Bron sur le campus du centre-ville où je serais mieux protégé, où ce serait plus facile de faire cours. Et là j'ai dit c'est pas possible, c'est une désertion. Je vais pas changer de lieu, c'est à elle de prendre les mesures. On va quand même pas reculer face à ce groupe d'activistes. 2 semaines se passent,
En plus, j'étais parti à une conférence en Autriche, je reviens à Lyon et je découvre dans la tribune de Lyon l'interview de la présidente de l'université qui dit que ça ne l'étonnait pas si c'était tombé sur moi, vu mes propos sur Gaza. Et ensuite que j'avais tenu des propos complotistes et délétères pour l'image de l'université, que l'islamo-gauchisme c'était un fantasme, etc. Épisode suivant, à la suite de ça, elle aurait été menacée de mort. Et donc là, elle a décidé de porter plainte pour menace de mort. L'équipe présidentielle a lancé une pétition en ligne pour la soutenir, en invitant fortement les collègues de Lyon 2 à la soutenir. Que vous n'aviez pas eu non, moi par contre, j'ai pas eu 1% de ce qui s'est passé. J'ai pas eu droit au même traitement. Et ce qui était intéressant dans le texte, c'est qu'effectivement, il y a une condamnation de l'offensive trumpiste contre l'université française. Enfin, il y a une espèce de gloubi-boulga, si vous voulez, gaucho, qui noie l'affaire derrière des revendications politiques complètement hors sol. Beaucoup de gens de Lyon 2 ont signé. Je sais pourquoi ils ont signé. Parce que l'essentiel des promotions aujourd'hui se passant en interne, eh bien, les gens ont peur que s'ils ne sont pas dans les petits papiers de l'équipe présidentielle, ils soient relégués. Donc c'est une façon de se compter. Et puis la semaine suivante, rebondissement avec la publication dans différents médias de tweets du vice-président de l'université, Willy Beauvalet-Haddad, qui en septembre 2024 a fait l'oraison funèbre d'Hassan Nasrallah, donc le chef du groupe terroriste Hezbollah, qui a été tué en septembre 2024. Et là, c'est quasiment de l'apologie du terrorisme. Et le ministre lui-même a fait un signalement auprès du procureur de la République à l'égard de ce collègue qui a été obligé de démissionner de son poste de vice-président. Aujourd'hui, on en est où ? Le sénateur Max Brisson a posé une question au Sénat la semaine dernière en demandant quelles étaient les suites de l'affaire, quelles sanctions avaient été prises contre les personnes qui ont interrompu mon cours. Aucune puisqu'on ne les connaît pas. Aucune puisqu'on n'arrive pas à les identifier. Alors c'est quand même un petit peu étrange parce que l'université donne une salle le 18 février à un groupe qui font la cuisine dans cette salle, qui voire même dorment dans cette salle, et on n'a pas une seule carte, une pièce d'identité. La salle leur avait été fermée le 27 mars, et j'ai appris que le 2 avril, donc le lendemain de mon agression, on leur a ouvert la salle pour qu'ils puissent récupérer leurs affaires. On aurait peut-être pu les identifier avec les affaires qui étaient restées dans la salle. Oui, en fait, il n'y avait aucune volonté d'enquête. Interne à l'université, en tout cas, il y a guère de volonté d'enquête. On se rend bien compte que vous avez une collusion entre ces groupes d'activistes, une partie du corps enseignant, et on l'a bien vu avec le cas Willy Beauvalet de l'équipe présidentielle. J'ai reçu des mails d'étudiants juifs qui m'ont dit « mais on n'en peut plus, on n'ose plus venir à l'université, on est mal à l'aise, on a peur de ce qui peut nous arriver. Est-ce que vous avez une ambiance anxiogène avec des tags en permanence quand vous avez visité le campus de Bron, libérer la Palestine, libérer Georges Ibrahim Abdallah ». Mais on sait qui c'est ce type. Georges Ibrahim Abdallah, il a été complice de l'assassinat de 2 diplomates dans les années 80. On nous fait passer ce type pour un défenseur de la liberté. On nous le fait passer pour Nelson Mandela, le plus vieux prisonnier politique au monde. Il y a encore Rima Hassan qui a été lui rendre visite dans sa prison il y a quelques semaines. C'est là qu'on voit que l'islamo-gauchisme n'est pas un fantasme. Parce que des gens comme Georges Ibrahim Abdallah, c'est exactement la définition de l'islamo-gauchisme. C'était un communiste libanais qui s'est mis au service de la République islamique iranienne. Parce qu'il pensait que le soulèvement en Iran, derrière l'ayatollah Khomeini, eh bien, c'était le peuple qui se levait pour faire une révolution. Et donc, avec ses yeux marxistes, comme aujourd'hui la France insoumise, il voit finalement dans les mouvements islamistes, dans les populations issues de l'immigration de banlieue, le nouveau prolétariat, le peuple en marche qu'il faut soutenir, sans se rendre compte que c'est pas du tout la même chose que évidemment les ouvriers de la révolution industrielle, parce que ces populations n'ont pas des revendications sociales, elles ont des revendications religieuses, elles ont des revendications communautaires. Mais qu'importe si ça peut vous permettre de gagner les élections. Est-ce que vous redoutez la rentrée prochaine ? Bon, effectivement, à la rentrée, qu'est-ce qui va se passer ? Si ce que j'entrevois au Moyen-Orient
plan se réalise, c'est-à-dire une épuration ethnique de la bande de Gaza, je pense qu'il va y avoir des remous à l'automne dans beaucoup d'universités, dont Lyon 2. Et je risque évidemment d'être pris à partie ou d'être pris à partie pour n'importe quelle autre raison.